Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de quelque chose de très important puisque ça fait des années et des années, vous le savez, dans, je dirais, le camp de la dissidence et pas que dans le camp politique, il y a un sujet qui revient toujours. C'est une question même, je dirais. C'est pourquoi Cohn-Bendit est toujours invité sur les plateaux télé. C'est vrai. On le voit constamment sur, si je ne dis pas de bêtises, sur PFM ou sur d'autres plateaux télé dans le genre où il a l'accès à des chroniques, il est certainement d'ailleurs rémunéré, où il parle plus ou moins de ses prises de position politiques. Il a le droit, mais il faut quand même rappeler que ce type-là, il a un passé très très louche, sur lequel il n'est jamais revenu. Jamais. Vous voyez très bien de quels extraits je parle. Ce sont les fameuses vidéos, notamment dans l'émission Apostrophe, ou d'autres émissions d'ailleurs, où effectivement il dit plus ou moins que se faire toucher la braguette par une personne de 5 ans, c'est érotico-maniaque. Voilà. C'était le propos qu'il avait dit, qu'il avait tenu. Et depuis, il n'était jamais revenu dessus. Alors évidemment, entre-temps, il a écrit des bouquins, il a fait des émissions, mais évidemment, tout le système médiatico-politique qui, d'une certaine manière, le protège, parce que, comme vous le savez, notamment avec l'affaire Morandini et d'autres, ces personnes-là ont très certainement des gros dossiers sur des personnes importantes du showbiz et de la politique, qui font certainement à peu près les mêmes choses que lui, ou qui ont tenu les mêmes propos et qui ont les mêmes agissements que lui en privé. Donc évidemment, c'est un petit monde qui se protège. Et aujourd'hui, enfin, on a Léa Salamé qui porte ses cojones en demandant à Cohn-Bendit de se justifier. Et finalement, Cohn-Bendit, j'ai envie de dire, il a d'une pierre deux coups, il a bien joué son jeu parce qu'il revient sur cette polémique dans son dernier livre qu'il a sorti, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, elle le montre à l'écran un moment, Apatride, c'est ça? Bon, de toute façon, elle va le présenter dans la vidéo. Oui, c'est ça, Souvenir d'un apatride, voilà. Donc, évidemment, on va se mater ce fameux passage télé dans l'émission Quelle époque avec Léa Salamé, sur lequel justement elle questionne Cohn-Bendit là-dessus, et Cohn-Bendit se justifie. Ce sera à vous de juger, chers amis, je vous laisse votre libre arbitre, bien évidemment. Et ensuite, on reviendra sur la fameuse vidéo de Isadora Duncan, qui est le nom d'une danseuse, mais en fait, c'était un youtubeur gilet jaune qui avait croisé Cohn-Bendit dans le métro et qui lui avait demandé justement de se justifier à l'époque par rapport à ces petits-enfants-là. Il dit, est-ce que vous avez une pensée pour ces petits-enfants-là, etc. Vous allez voir, c'est une vidéo, pour moi, ça rentre dans le top 5 des meilleures vidéos de YouTube, hein, sincèrement. Et ensuite, on fera un petit dossier Cohn-Bendit mais qui est Cohn-Bendit? Évidemment, ses prises de position concernant le conflit israélo-palestinien et notamment sur la question israélienne. Donc ce sera vraiment une grosse vidéo, je vous conseille de l'archiver, je vous conseille aussi notamment de mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, puisque vous allez voir qu'en partant de cette vidéo avec Léa Salamé sur le plateau télé de Quelle époque, on va revenir jusqu'à Cohn-Bendit et ses positions sionistes, enfin, et ses rapports à la question sioniste et ses liens avec la famille Macron. On va y revenir dans cette vidéo. Voilà, préparez-vous un petit café comme j'ai fait. Moi, j'ai pris un petit café, chers amis, parce que là, la vidéo va s'avérer assez marrante, assez marrante. Allez, c'est parti, les amis. On commence par l'extrait donc vidéo de Quelle époque où Léa Salamé pose la question à Cohn-Bendit. C'est parti. Vous parlez de tout dans ce livre, de tout, même des polémiques, même de votre grand regret. C'était la déclaration, vous dites la provocation, votre provocation en 75, quand dans un livre vous racontiez, c'est la fameuse accusation, vous acceptez d'y revenir, vous racontiez vos expériences dans un jardin d'enfants où vous avez travaillé pendant 2 ans avec des propos particulièrement provocateurs que vous avez répétés ensuite chez Pivot sur Apostrophe. Vous parlez du regret, vous dites c'est ma tâche, comme dans le livre de Philippe Roth, la tâche, c'est la tâche que je porte, j'aurais aimé ne pas la porter, j'ai déconné, j'ai été provocateur et j'ai été con. Oui, parce que le problème, c'est que c'est pas une réalité, j'utilise des images pour provoquer. Et à partir de ce moment-là, quand c'est pas compris, alors ce qui est intéressant, rien que pour l'explication, c'est que ça a été scandalisé 20 ans après. Donc c'est déjà quelque chose que la société doit expliquer. Quand le livre est sorti, il y a eu un petit compte-rendu dans Le Monde, il n'y avait pas de scandale. Je dis pas que c'est faux que ce soit scandalisé 20 ans après. Je dis, d'abord, il faut mettre à quelle époque cette provocation a eu lieu. Mais c'est vrai que ce besoin de provoquer, cette irrationalité que j'avais à ce moment, donc d'inventer quelque chose, eh bien, comme aujourd'hui... Parce que ça a été prouvé que vous n'aviez rien oui, non, fait avec les les enfants, du jardin les gens en parlaient, etc. Mais c'était de la provoque nulle. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un grand quotidien allemand a envoyé des journalistes avec de l'argent pour trouver la preuve que ce que je dis n'est pas vrai.
Donc ils ont été voir les parents et leur disant si on t'a 5 000 € et tu racontes ce qu'a fait Dany au journal. Et personne n'a raconté parce qu'il n'y avait rien. Bon, donc il n'y avait rien. Mais ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, et avec les réseaux sociaux et puis l'intelligence aussi de certains journalistes, etc., eh bien ça revient. Donc c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est bien fait pour moi. J'avais qu'à pas être con. Quand on est con, ça se paye, même si c'est 20 ans, 30 ans après. François Bayrou, vous l'avez ressorti dans un débat. Oui, alors lui, c'était ridicule. Alors là, François, c'était ridicule. Pourquoi? Parce que c'est un débat aux européennes. Hein. Alors lui, il est chef de file du MoDem, il était en haut des sondages, moi j'étais en bas, et puis tout d'un coup, nous, on a fait quand même une campagne extraordinaire, Europe Écologie, et nous, on est en haut, et lui, il baisse. Il a pété les plombs, il a cru qu'il va me dégommer en ressortant ça du livre, et c'est là que je lui ai dit, mon pote, t'es trop midame, tu seras jamais prêt. Voilà, donc ça c'est le petit extrait. Vous parlez de tout dans ce livre. C'est le petit extrait, voilà, donc où il s'explique, il dit plus ou moins que d'ailleurs rien n'a été avéré en le concernant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'au-delà de Bayrou, il y avait quelqu'un d'autre qui a sorti aussi les agissements de Cohn-Bendit, ou en tout cas les propos, et lui a porté ses cojones et n'a jamais d'ailleurs été au tribunal face à Cohn-Bendit pour ces propos-là, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen au Parlement européen, souvenez-vous, il dit justement, ah, je vois Cohn-Bendit, voilà, hein, voilà, on ne dira pas le mot, mais voilà. Et effectivement, le Parlement européen lui avait coupé le micro. Et Cohn-Bendit n'a jamais porté plainte contre lui. Donc pourquoi? Ça, c'est assez marrant. Donc déjà, c'est une première chose. C'est marrant de citer Léa Salamé qui cite Bayrou, mais qui ne cite pas Jean-Marie Le Pen, qui lui aussi l'avait traité de cela. Donc ça, c'est assez marrant. Surtout quand on voit les casseroles aujourd'hui. Hein. Jean-Marie Le Pen, c'est 0 casserole. Bayrou, c'est l'affaire Betaram. Tout de suite, hein, on voit que question du karma collectif. Hein. Donc bref. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on rappelle une vidéo sur laquelle, évidemment, je m'étais assez marré à l'époque. Souvenez-vous de ce youtubeur gilet jaune qui s'appelait Isadora Duncan. En réalité, il ne s'appelait pas Isadora Duncan. Il s'appelait Marc, j'ai plus son nom. De toute façon, c'est pas très intéressant de dire son nom. On va le protéger. S'il a choisi un pseudo, c'est qu'il souhaite certainement ne pas divulguer sa véritable identité. Alors, il avait été très embêté, hein, ce youtubeur-là, parce qu'évidemment, il était connu pour, pendant les Gilets jaunes, en plus d'être un actif, disons, journaliste indépendant qui filmait les manifestations, il allait aussi chez les stars de la télé, les politiciens et les animateurs télé. Il allait devant chez eux ou les suivait dans la rue en leur posant des questions où il les mettait un petit peu… disons que c'était le Socrate contemporain, c'était le Socrate moderne. Ou même le Diogène, je dirais. C'était plus le Diogène moderne, le Diogène de Sinope moderne. C'est quelqu'un qui suivait les stars, qui suivait les animateurs télé et il les mettait face à leurs contradictions. Souvenez-vous de cette vidéo avec Ruquier où il se planque devant chez Ruquier. Ruquier est sur le point de rentrer chez lui et là, il l'embête un petit peu et Ruquier essaie de lui attraper la caméra. Et évidemment, Ruquier, il sort une tronche sur la vidéo, il est comme ça. Et donc évidemment, c'est devenu tout un mème dans la culture Internet. Bon, évidemment, on n'appelle pas les gens à faire ça. C'est une sorte de harcèlement en réalité. Hein. Mais c'était assez marrant de voir ces gens-là qui quand même se prennent pour des intouchables, des stars de télé, etc., qui passent à la télé, qui ont leurs petites émissions, ils touchent des milliers d'euros par mois. C'est marrant de les remettre quand même à leur place, c'est-à-dire quand des gens du peuple les mettent contre leurs contradictions, aucun n'y arrive. D'ailleurs, le seul qui avait plus ou moins discuté agréablement avec Isadora Duncan, c'était Michael Youn, qui faisait ses courses, le mec le suivait, et il répondait tranquillement aux questions. Pas d'hostilité, rien. Donc c'est vrai que ça, on peut pas lui reprocher. Et donc là, il avait croisé Cohn-Bendit dans le métro. Et il dit justement, est-ce que vous avez une idée de ce que sont devenus les petits-enfants que vous avez? Je ne dirais pas le mot ensuite, mais voilà, c'est assez marrant. Donc on va se mater cette vidéo-là parce que Cohn-Bendit, lui par contre, c'est pas Michael Youn. Hein. Cohn-Bendit, il est à 2 doigts de lui mettre une trempe. Regardez bien. Cohn-Bendit, bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Bonne journée. Bonne journée à vous. Non, moi je frappe jamais quelqu'un. C'est bien. Non, là, vraiment, est-ce qu'il n'y a quand même pas une pensée à avoir pour eux? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées. Et vous avez agi sur eux, c'est quelque chose, bon, c'est interdit, on vous en tient pas rigueur, à la limite, tant pis, mais est-ce que vous pourriez me répondre à ça? Vous êtes Monsieur, j'ai vraiment l'impression de vous harceler là, mais ce sont des questions qui n'ont pas été… Mais monsieur, je vous dis une chose. Oui.
vous me laissez tranquille, Oui. et tout va bien. Donc ce sont des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça de côté une fois Vous pour voulez toutes? que je vous casse votre truc? Mais non, ce serait pas bien. Alors foutez-le. D'accord, mais est-ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir des responsabilités importantes près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Est-ce que Macron veut... Voilà, donc là c'était une grande époque, hein, dites-vous. Hein. Ça c'était du grand YouTube. Hein. Ça, on ne retrouve plus ça. Hein. C'est pas Vincent Lapierre qui fait ça aujourd'hui. Donc cette vidéo elle est marrante parce que donc là aujourd'hui Cohn-Bendit dit, il revient sur ses propos devant Léa Salamé. Il dit voilà j'ai été bête, etc. Il dit je n'y a jamais eu d'agissement de ma part sur des enfants, etc. Et là quand il tombe sur un mec du peuple, un mec qui le croise dans le métro, qui le filme au téléphone, alors évidemment le cadre n'est pas le même. Mais déjà à l'époque, il aurait pu dire la même chose. Pourquoi il ne tient pas le même discours? Bah, c'est parce qu'il sort un bouquin, c'est tout. C'est parce que Cohn-Bendit sort un bouquin, c'est parce que Cohn-Bendit, je sais pas, veut peut-être refaire un petit peu surface. Et c'est assez marrant. D'ailleurs, à cette époque-là, donc c'était en 2019, à l'époque, Cohn-Bendit était assez proche de Macron. Et on y reviendra en fin de vidéo sur ses liens avec Macron, parce que figurez-vous que Cohn-Bendit a été un fier, je dirais, militant actif pour la République en marche. Ça, il faut le savoir. Alors aujourd'hui, il n'est plus du tout en lien avec Macron, mais fut une époque, il était même son conseiller informel, dirait-on. On va y revenir en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, on va passer évidemment à une nouvelle un nouveau petit extrait. C'est dans l'émission Radio J, présentée par Frédéric Aziza, que vous connaissez certainement tous. Et donc là, Cohn-Bendit s'explique et donne son point de vue sur la question J. Il nous dit justement, écoutez bien. Gens qui vont à... Les juifs de Kippour. Ouais. Écoutez, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je crois que la majorité des juifs épousent des juifs. À 80%. Voilà, donc on a ce propos. Vous allez me dire, bon, ça n'a rien à voir, Kentra, pourquoi tu mets ça? Vous allez voir. Parce qu'évidemment, donc c'est dans cette même émission du 6 avril 2025 où Cohn-Bendit nous dit qu'il y a un antisémitisme musulman. Il y a aujourd'hui un antisémitisme musulman qui est lié à l'histoire, de la réception de l'histoire des musulmans accélérée par l'opposition pro-palestinienne contre Israël. Il y a aujourd'hui... Voilà, donc ça, ce sont les propos de Cohn-Bendit dans l'émission Radio J. Donc évidemment, il y a l'émission entière, elle est très certainement disponible. Moi, j'ai pris quelques extraits que j'ai trouvés pour illustrer justement le début de ce nouveau chapitre dans cette vidéo. C'est justement le point de vue de Cohn-Bendit sur la question J, sur la question israélo-palestinienne. Et vous allez voir que finalement, Cohn-Bendit, alors même s'il a des casseroles au huc, même si ce qu'il a dit évidemment concernant donc, la petite enfance n'est pas agréable, figurez-vous que par contre sur son point de vue sur la question sioniste et la question israélienne, je trouve que c'est un des seuls, en tout cas dans les médias français, à faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Et ça c'est quand même assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc dans Libération, donc là c'était il y a quelques années, hein, vous allez voir qu'entre-temps ça a changé, mais on a une archive de Libération qui nous dit Cohn-Bendit en quête d'identité. D'ailleurs il y a un petit jeu de mots, enquête et enquête. Donc il s'interroge sur ses racines et sur sa judéité, parce qu'évidemment, Cohn-Bendit, voilà, il se sent J. Mais dans cet article de Libération, il dit lui-même qu'il est persuadé d'être un juif sartrien, c'est-à-dire de n'être juif que dans le regard des autres. Voilà, il dit même « Israël me représente-t-il » s'interroge avant d'atterrir à Ben Gourion lors de ses 18 ans. Donc il a même été au kibbutz pendant un moment, les fameux kibbutz israéliens. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et il dit à la fin, donc ça c'est de quand date cet article-là? Alors ça a été publié le 5 juin 2020. Et là, il nous dit, voilà, Israël, ce n'est pas moi. Mon identité n'est pas liée à ce pays. Voilà. Donc ça, c'était à l'époque en 2020. Donc c'était une époque effectivement où la question israélo-palestinienne était un petit peu moins, enfin en tout cas moins médiatisée, bien qu'elle soit très importante. En tout cas, dans les médias, elle était moins importante, elle était moins traitée. Et ça, c'est assez intéressant de voir que maintenant que tout le monde en parle, que la question israélienne est omniprésente dans les médias, que votre position d'ailleurs sur ce conflit est très importante. On l'a vu avec la gauche qui est complètement diabolisée aujourd'hui, ce qui ne l'était pas encore il y a quelques années. Depuis le relancement du conflit israélo-palestinien, la gauche est vue comme, disons, une espèce de la dieudonisation de la politique, hein, vraiment. Et donc j'ai trouvé cet article-là dans Radio France. C'est un extrait radio, alors évidemment qui a été retranscrit par écrit.
le 1er décembre 2024. Donc là, c'est très récent. Il nous dit, Cohn-Bendit, le gouvernement Netanyahou est un gouvernement suicidaire pour Israël. Donc déjà, c'est une première prise de position qui est assez agréable. C'est quelqu'un qui fait la part entre... En plus, c'est très important parce que, comme on le rappelle, Cohn-Bendit, donc, il était en quête de sa judaïté, en quête de son identité, lui-même se revendique juif, etc., juif allemand même. C'est quand même dingue de dire qu'une personne juive aujourd'hui fait preuve justement de nuances dans ce conflit-là. C'est très très important, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc, encore une fois, c'est intéressant. Alors, ensuite, donc évidemment, voilà, on voit, il nous dit, je crois qu'on perd son temps, il ne viendra pas en France, donc par rapport évidemment à l'arrêt, au mandat d'arrêt contre Netanyahou. Ensuite, il dit, le gouvernement Netanyahou, avec l'extrême droite, avec les fascistes, est un gouvernement suicidaire pour Israël, ajoute-t-il. Donc si on est du côté d'Israël, il faut bien argumenter dans ce sens. Donc lui, il dit clairement qu'il est évidemment pour Israël, parce qu'il se sent proche d'Israël, parce que en tant que juif, en tant que... il se sent évidemment fondamentalement proche plus de l'État israélien que de l'État palestinien sur la question israélo-palestinienne. Ça, il faut le comprendre. Donc là, c'est vraiment intéressant et ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Figurez-vous justement qu'il dit, donc voilà, pour lui, l'accusation d'antisémitisme portée par Benjamin Netanyahou et ses soutiens contre la CPI est complètement aberrante. Ce débat sur antisémite ou pas, il masque le véritable problème. Voilà, donc ça c'est déjà intéressant. Il dit tous ceux qui sont contre ce gouvernement ne sont pas par définition antisémites. Oh, on y arrive, on y arrive. Cohn-Bendit fait quand même preuve de plus de nuances et d'honnêteté intellectuelle qu'un type comme Meir Habib ou que certains autres penseurs ou politiques ou députés qui tout de suite n'ont que ce mot à la bouche, antisémite. Manuel Valls qui vous dit que si vous êtes antisioniste, vous êtes antisémite. Je ne sais pas à quel moment, quel a été le point de bascule pour tomber dans un essentialisme pareil. Et c'est marrant de se voir quand même prendre des leçons de morale par Cohn-Bendit. Non mais c'est ça, c'est le multiverse 2025, c'est de prendre des leçons de morale sur la question israélo-palestinienne par Cohn-Bendit. Ça c'est hilarant. Et donc là, il nous dit tout juste que voilà, dans l'opération militaire israélienne, une tentative de recoloniser tout ou partie de la bande de Gaza. J'ai discuté il y a 3 jours avec Eli Bernavi, ancien ambassadeur israélien. Il m'a dit « Je n'y croyais pas, aujourd'hui j'y crois ». Et là, il nous dit même « Les ministres d'extrême droite fascistes le disent en Israël. Leur rêve messianique, c'est le grand Israël ». Donc dites-vous qu'il y a encore quelques années, un type comme Youssef Indy ou même Alain Soral qui disait que le projet des ministres israéliens c'était le grand Israël et que c'était le projet messianique, dire ça c'était complotiste. Dire ça c'était limite de l'antisémitisme. Et aujourd'hui un mec comme Cohn-Bendit en 2024, fin 2024 qui vous dit ça, qui vous dit que les ministres israéliens ont un rêve messianique qui plus est celui du grand Israël, ça passe. Ça c'est dingue. Ça c'est juste dingue. Et donc il finit par, pour aider, pour soutenir Israël, il faut se battre contre ça, avec les centaines de milliers d'Israéliens qui défilent en Israël. Parce que rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de manifestants en Israël contre la politique netanyahouiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc pareil, il ne faut pas tomber dans l'essentialisme en disant tous les Israéliens sont ceci, sont cela. Non, pas du tout. Attention, beaucoup plus de nuances que cela. Il y a des Israéliens aujourd'hui qui sont contre justement Netanyahou, qui déplorent les victimes civiles côté Palestine comme côté israélien et de même du côté des Palestiniens. Et c'est intéressant de voir que finalement Cohn-Bendit nous dit même que tous ceux qui sont contre ce gouvernement ne sont pas par définition antisémites, il faut arrêter avec ces blagues. Ça c'est juste dingue. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo-là, pas juste mettre un extrait télé où il revient sur sa fameuse phrase dans l'apostrophe et puis c'est tout. Moi, je voulais faire tout un dossier d'archivage de qui est Cohn-Bendit en partant de cet extrait télé-là jusqu'à son rapport à la question israélo-palestinienne. Et on va finir cette vidéo sur justement ses liens avec Emmanuel Macron. Vous allez me dire quel lien a-t-il avec Emmanuel Macron? J'ai questionné un petit peu Grok, l'intelligence artificielle, qui m'a simplifié point par point les liens entre Daniel Cohn-Bendit et le couple présidentiel. Donc, Cohn-Bendit, figure de mai-68 et écologiste européen, a soutenu Emmanuel Macron dès 2017, séduit par son projet de dépasser les clivages gauche-droite avec le « en même temps ». D'ailleurs, c'est marrant de préciser qu'il est écologiste européen, figure de mai-68. Ça, c'est assez intéressant, c'est les prémices en réalité du mondialisme. Soutien pendant la campagne. Donc voilà, en 2017, il a été un appui actif participant à des événements et discussions avec Macron.
Donc effectivement, même Isadora Duncan le dit à la fin de sa vidéo, il dit voilà, vous qui êtes maintenant représentant à la reine, etc. Donc il précise quand même que voilà, Cohn-Bendit a des liens avec Macron, notamment avec son parti d'époque qui s'appelait à l'époque En Marche. Ensuite, des visites régulières à l'Élysée. Après l'élection, il est devenu un habitué de l'Élysée, échangeant avec Emmanuel et Brigitte Macron sur des thèmes comme l'Europe et l'écologie. Donc pareil, assez intéressant. Quand on voit d'ailleurs aujourd'hui Macron à quel point il est pro-UE, c'est assez marrant. Cohn-Bendit n'a-t-il pas joué un rôle finalement et ne joue-t-il encore pas un rôle actuellement? N'est-il pas peut-être, je ne sais pas, le confident d'Emmanuel Macron? On ne sait pas, mais vous savez, un président, c'est très intéressant de se renseigner justement. C'est pour ça que ces vidéos-là sont intéressantes, c'est de se renseigner sur ce qui entoure Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que je fais autant de vidéos sur l'affaire Brigitte, par exemple, parce que l'affaire Brigitte, c'est intéressant de voir, parce que vous savez, la femme d'une personne, finalement, c'est extrêmement important. Regardez par exemple Jean Messia. Jean Messia, avant, il était au RN, il n'était pas anti-sioniste, mais enfin, il n'en avait rien à foutre de la question sioniste. Il était comme Damien Rieu il y a quelques années, leur position c'était simple, c'était ni kéfier, ni kippa. Aujourd'hui, ils se sont tous rendus à Yad Vashem, en Israël. Ils sont tous amis avec Meir Habib. Ils ne sont pas encore admis par le CRIF, mais ça ne saurait tarder. Et qu'est-ce qui a fait ce basculement-là? Moi, personnellement, je pense que du côté de Jean Messia, c'est parce qu'il est sorti avec une femme. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous le savez. On va dire sioniste, voilà, une femme sioniste. À quel point, vous voyez, et forcément, si tu sors avec une sioniste, que tu lui fais des enfants, que tu te maries avec, que tu vis tous les jours avec, au bout d'un moment, est-ce que tu remets pas en... Vous savez, hein, il y a même, moi je prends l'exemple de ce fameux boxeur Rodtang. Ça n'a rien à voir, mais c'est un boxeur thaïlandais. En Thaïlande, ils sont bouddhistes. Figurez-vous que ce boxeur-là, Rodtang, il sort avec une musulmane, et là, récemment, il s'est converti. Maintenant, il a par exemple, dans ce qu'on appelle le waikru, donc c'est la présentation avant le combat, c'est une sorte de tradition qu'on fait avant le combat, c'est une sorte de waikru, c'est pour remercier les entraîneurs, remercier le camp qui nous a entraînés, etc. Et bien maintenant, il ne le fait plus parce que, figurez-vous qu'il y a une prosternation au sol. Et vous le savez, comme vous le savez, en islam, il est interdit de se prosterner au sol. Et donc, c'est ouf de se dire que, effectivement, c'est connu d'ailleurs, hein, certains sortent avec des femmes qui sont musulmanes et donc ils se convertissent parce que c'est à la demande des parents. Les parents veulent bien donner, entre guillemets, leur fille à condition que le mari, par exemple, paye une dot, se convertisse, etc. etc. C'est des demandes qui sont vieilles comme le monde. Donc finalement, Jean Messia n'a-t-il pas revu sa position concernant le conflit israélo-palestinien et notamment la question sioniste parce qu'il est sorti entre-temps avec une sioniste? Je ne sais pas, lui qui se revendique fièrement égyptien copte, pourquoi ne sort-il pas avec une autre copte ou une chrétienne au moins? Ah, c'est marrant, lui pareil qui vous parle de la France, etc. tout le temps, de la France chrétienne, commence par te convertir. Hein. Pour moi, convertir et sort avec une femme qui est en concordance avec tes idées. Et ça, il y en a des exemples comme ça, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Bref. Donc, on rebascule sur le cas Cohn-Bendit. Lien avec Benalla, Cohn-Bendit a noté une relation d'affection entre les Macron et Alexandre Benalla. Donc ça, c'est un peu plus vieux, voilà. Et ensuite, refus d'un poste de ministre. En 2018, Macron lui a proposé un poste de ministre à l'écologie, de l'écologie, donc ministre de la transition écologique précisément, je rajoute, hein, voilà, parce que l'intelligence artificielle ne fait pas son boulot, hein, voilà. Mais Cohn-Bendit a refusé, préférant rester un conseiller informel et préserver son indépendance. Donc il y a quand même une volonté de Cohn-Bendit de rester indépendant, de rester libre. Prise de distance, à partir de 2023, il s'est éloigné du couple présidentiel, déçu par le virage de Macron vers un positionnement plus à droite, éloigné de ses idéaux initiaux. Voilà. Donc maintenant, effectivement, certains vont faire le lien entre les propos de Cohn-Bendit dans Apostrophe. On ne va pas les renommer, mais vous savez quels sont ses propos. Et effectivement, ses rapprochements avec la famille Macron. Quand on sait que Macron il sort avec Brigitte qui a connu Macron quand il en avait 14 et elle 39. Et on sait maintenant qu'ils sont potes avec Cohn-Bendit, que Brigitte est aussi amie avec Pierre-Jean Chalençon, Jack Lang. Alors attention, je ne porte aucun jugement sur ces gens-là, mais c'est vrai que ces gens-là, quand on voit leur cercle proche, quand on voit leur prise de parole, quand on voit finalement, on se pose des questions. Comme je vous l'ai dit, un président, c'est intéressant de se renseigner sur qui l'entoure, ne serait-ce que les liens avec Benalla. Vous voyez, à l'époque, Macron qui traînait avec Benalla, qui avait lié une amitié phénoménale avec lui et Brigitte et Alexandre. Pareil, tout ça, c'est très intéressant parce que finalement, indirectement, on voit qu'effectivement, ça a des répercussions sur la politique ensuite.
Donc voilà, c'est quand même pas rien. Souvenez-vous d'ailleurs, je reprends l'exemple avant de finir cette vidéo de l'affaire Kennedy. Kennedy, pour être élu président des États-Unis, son père était un antisémite notoire. Donc la seule condition pour être président, c'était justement, non pas de renier son père comme l'a fait Marine Le Pen, mais c'était de mettre vice-président un sioniste. Donc Kennedy a mis Johnson en tant que vice-président, et figurez-vous qu'en Amérique, quand le président meurt, ou si le président a une attaque ou quoi que ce soit, c'est le vice-président qui prend la relais. Chez nous, c'est Gérard Larcher, là, le maître du Sénat, qui est intérimaire le temps de refaire des élections. Et bien, en Amérique, c'est le vice-président qui prend la place. Et figurez-vous que Kennedy, quelques mois ensuite après ces élections, donc évidemment, il lui arrive ce qui lui arrive au Texas. Et qui c'est qui prend la présidence? Johnson, président sioniste. Alors que Kennedy s'était évidemment complètement opposé par exemple, à l'armement nucléaire du côté d'Israël. Et ben Johnson, par contre, a laissé porte ouverte là-dessus. Et Israël a ensuite obtenu l'arme nucléaire. Évidemment, voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez mon interview avec Gérard Chevrier, qui mène très bien l'interview. Mais c'est pour vous dire à quel point, justement, vous voyez à quel point l'entourage est très important et à quel point ça peut avoir des répercussions dans le futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous si vous aimez mon travail. Pour ceux qui veulent prendre l'abonnement et me soutenir, c'est juste ici. Voilà. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.